logiciels ne sont pas plus sécurisés grâce à mon travail. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le sujet, des dizaines de présentations, des centaines de présentations au Congrès, qui ont montré toutes les erreurs qu'on a pu faire. Et malgré ça, il y a toujours plein de logiciels bien nazes dehors. Mais Feifei, ici, le héros de cette présentation, a collecté toutes ces bonnes pratiques et les a intégrées à son travail pour créer un site web sécurisé. Il va nous montrer comment c'est fait pour qu'on puisse tous mieux dormir la nuit. Et en utilisant ce modèle, on puisse prendre ces leçons, rentrer chez nous et sécuriser notre propre logiciel. Et avec ça, je laisse la place à Feifei. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Donc je vais commencer par m'excuser parce que j'ai présenté une version de ce talk qui a été rejetée. Mais ces slides, du coup, c'est une ancienne version, donc excusez-moi, mais c'est pas grave, on s'est débrouillé avec. La différence, c'est le public. Donc je m'attendais à avoir plus de développeurs ici. Et ouais. La question principale, en tout cas, c'est est-ce qu'on y est. Donc, quant à moi, je travaille dans la sécurité. Avant qu'on commence, je voudrais également faire une petite célébration. Donc ça s'est passé la veille de ce que j'en parle. Donc les gens à Kaspersky ont trouvé ça. Donc certains des gens qui travaillent dans le malware savent ce qui est bien. Donc ma question de base c'est, ok, on met beaucoup d'argent dans la sécurité pour que ça marche, pourquoi? Et la réponse c'est, on fait pas ça comme il faut. Je vais essayer de vous montrer en quoi on fait ça mal. Et donc, en tant que préface, les gens disent souvent que on n'a pas le temps de... Enfin, tout le monde a le temps de faire les choses bien, il faut juste le faire. Ok, donc faisons un petit jeu pour s'échauffer. C'est le jeu de comment ça a commencé, comment ça se passe maintenant. Ok, et maintenant on en est à... Qu'est-ce qui s'est passé sur IBM Watson? Donc c'est quelque chose de assez commun comme pattern. Donc là, comment ça a commencé? Révolutionner la sécurité avec l'IA, comment ça se passe? Bon, vous savez l'idée. Ok, donc ça c'est le motif un peu. Ok, jouons aux démineurs de la sécurité informatique. Donc Gartner, il publie des recommandations, ils ont même une section pour voter sur les produits, définir quels sont les meilleurs produits, ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ont cru en Gartner? Donc d'abord, le pare-feu. Comment ça a commencé? La première recommandation, c'est Fortinet. Ils ont beaucoup de blabla de marketing. Comment ça se passe? Actuellement, pas si bien. Ok, étendons un petit peu notre pattern. Donc, me concernant, donc bon, moi par exemple, je dis que j'ai pas besoin d'un pare-feu, je n'ai pas besoin. Deuxième discipline, la protection des endpoints. Donc ça a commencé par Trellix en première recommandation. Ils ont également beaucoup de blabla marketing formidable. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, beaucoup de vulnérabilité. Donc ça s'appliquait pas à moi non plus. Le troisième, les gestionnaires de mots de passe. Comment ça a commencé? Recommandations sur l'espace. Vous commencez à voir le motif. Où est-ce qu'on arrive? Ils se sont fait pawn. Leurs utilisateurs aussi.
Vous pouvez commencer à remarquer un pattern ici. Bon, ça s'applique encore pas à moi parce que j'utilise du framework public. Ok, la 2FA. Gartner recommande Duo, qui a été apporté par Cisco, mais peu importe. Donc que fait Duo? Le serveur demande au cloud la permission. Le téléphone, il affiche une pop-up. On clique sur oui. Et le cloud dit au serveur, ok, c'est bon, vous pouvez entrer. Et si vous regardez précisément, vous voyez que le cloud n'a pas besoin de faire ces étapes 2 et 3. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien. Et si vous regardez en fait avec de l'authentification par clé publique, on n'a pas besoin de ce deuxième facteur. Ok, les CIEM, comment ça s'est passé? On peut regarder. Gartner recommandait Splunk. Bon bah pareil. Comment ça a commencé et comment ça se passe maintenant? Une vulnérabilité également. Un petit bonus sur la gestion des patchs, ça c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Donc c'était facile avant de prioriser quel patch installer et quand, et ensuite c'est devenu un peu plus compliqué, et le résultat c'est ça. Donc un podcast assez connu en Allemagne. Et ici, on est sur les municipalités qui se sont fait hacker par des ransomware et qui ont dû faire appeler l'armée pour obtenir de l'aide. Donc, encore une fois, vous pourriez avoir remarqué un pattern ici. Donc, si l'industrie de la sécurité recommande un produit, et si vous le faites, bah, vous faites avoir, donc faites ça. Donc, il y a des bonnes pratiques et il y a un serpent à côté. Donc, si on peut pas faire confiance aux recommandations de l'industrie, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'ai pas forcément eu beaucoup de temps parce que, j'ai beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de temps parce que je faisais pas tout ce que ces gens de la sécurité disaient qu'ils allaient faire, et du coup ça me faisait gagner beaucoup de temps. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? J'ai besoin d'un blog. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ce blog? Pas grand-chose, je pourrais juste montrer du contenu statique. La possibilité de faire des recherches, ce serait pas mal, mais c'est un peu optionnel. J'ai pas besoin de commentaires, c'est un bordel légal pas possible. Les gens, ils postent des trucs avec des liens vers du malware et tout. Moi, je veux pas ça, je vais pas me prendre la tête. Donc, la première version était très simple. J'avais juste un web server, tout ce qu'il y a de plus standard. Mes blog posts, c'était des fichiers HTML, un par mois. C'était super facile. Si vous voulez chercher, vous demandiez à Google, en limitant à mon site. Pour poster, c'était facile. J'avais un petit script que je pouvais lancer sur le serveur, je le SSH sur le serveur. SSH, je le trust pour mon notification, donc ça n'a pas de nouvelle surface d'attaque. Et ça, c'est un super design. C'est sécurisé, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de risques. C'est aussi très performant. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas en parler au CCC. C'est trop ennuyeux. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'introduise des risques dans mon setup. Alors, le premier, c'est le serveur web que j'avais écrit. Je pourrais juste implémenter le blog dans le serveur web. Parce que bon, c'est mon code de toute façon. Mais non, parce que bon, si quelqu'un hack le blog il tourne dans mon serveur web. Donc si quelqu'un hack, il peut accéder à la mémoire du serveur web, il y a la clé privée TLS. Et ça, je veux pas. Donc, ça ne peut pas être un module du serveur web. La solution évidente, c'est de faire tourner le blog avec un user ID différent. Moi, j'utilise Linux, mais n'importe quel Unix, même Windows, ce serait pareil. Il faut que ça tourne sous un autre utilisateur. Et comme ça, si vous arrivez à prendre le contrôle du process du blog, ça ne vous donne pas accès aux clés privées TLS qui sont dans la mémoire du web server. Et pendant que je faisais ça, l'industrie sécurité faisait ça. Alors ça, c'est la blague récurrente du talk. Je montre plein de trucs que l'industrie de la sécurité fait, et moi, je montre les trucs que je fais à la place. Alors, deuxième question, où est le contenu? Je pourrais juste avoir des fichiers sur le disque, des fichiers HTML statiques, comme avant, mais c'est pas assez professionnel. Pour en faire un talk CC, il faut que ce soit plus professionnel. Donc, il s'avère que pour d'autres raisons, j'avais écrit un serveur LDAP juste avant.
Donc je dis que j'allais le réutiliser. Pendant que je faisais ça, la sécurité de l'industrie faisait ça. Ça, j'ai pris des photos à l'aéroport d'Amsterdam. C'est une vraie photo, c'est pas photoshopé. Hein. C'est pour Northrop Grumman, qui est une entreprise du complexe militaire industriel, et ça c'est pour du full spectrum cyber à travers tous les domaines. Alors pourquoi je voudrais mon propre serveur LDAP? Principalement parce qu'il est petit. Et comme je suis un auditeur professionnellement, je sais que si on veut une chance de pouvoir auditer le code, il faut qu'il soit court. Parce que le temps qu'on peut passer est une ressource limitée. Le temps qu'on peut passer sur l'audit est limité. Postgres, c'est une base de données SQL courante. Slapd, c'est une implémentation courante de LDAP. Vous pouvez voir que Tiny LDAP est vraiment beaucoup plus petit. Donc, il y avait d'autres pubs dans cette campagne de Northrop Grumman. Alors, si quelqu'un arrive à hacker le script CGI de mon blog ou n'importe quel autre module que j'utilise pour connecter le blog au serveur web, ils peuvent ouvrir n'importe quel fichier que le blog peut lire, que cet utilisateur peut lire. Je devrais probablement faire quelque chose pour éviter ça. Alors, quelle est la prochaine étape? L'industrie pensait à faire de la gestion de vulnérabilité. Il y a un mécanisme sur Linux. J'ai aussi fait un talk à ce sujet au dernier congrès. Ça s'appelle SecComp. SecComp, c'est un peu un firewall pour les syscalls. Donc, je peux bloquer Open, le syscall Open qui sert à ouvrir des fichiers. Mais si je dois utiliser Open moi-même, alors je ne peux pas bloquer ce syscall. Par exemple, mon blog appelle LocalTime qui convertit le temps Unix en temps local. Et pour ça, il faut ouvrir un fichier qui contient la base de données des time zones. Et ça a besoin d'Open pour ouvrir ce fichier. Donc si je désactive Open sur mon blog, il ne peut pas afficher l'heure locale. Alors, ça c'est un problème ancien qui s'applique aussi au programme quand le bit setuid qui est appliqué. Ce qu'on peut faire, c'est réorganiser le code. Avant de bloquer, avant de perdre ses privilèges, d'abandonner ses privilèges, on fait les open, les opérations privilégiées, et ensuite on désactive open, et ensuite on regarde aux données que les attaquants envoient, parce que s'ils essayent de vous hacker, c'est par des données qu'ils vous donnent. L'environnement est compromis à ce niveau-là. Donc on regarde à quelles données sont dans l'environnement qui est fourni par l'attaquant. Et avant de gérer le moindre octet de ça, on a déjà fait tous les trucs qui étaient privilégiés et dangereux. Donc, dans mon cas, j'ai appelé LocalTime une fois avant de dropper le syscall Open. Et les données de time zone sont dans un cache de ma libc. Et la prochaine fois, une fois que je suis en train de regarder aux données qui sont fournies par l'attaquant, j'ai pas les privilèges pour ouvrir des fichiers. Donc, gros avantage de SecComp sur d'autres technologies comme SE-Linux ou tous les systèmes de prohibition sur les syscalls, c'est que c'est appliqué à tout le process. Vous devriez utiliser ça. Vous devriez regarder vos process, voir, surtout si vous avez le code source au moins, est-ce que je peux parser cet entier avant de dropper les privilèges? Vous changez, vous droppez avant. Ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait ça. Ça, c'est plus un mock-up du Centre de cybersécurité d'Estonie. C'est des vraies publications. Donc ensuite, je me suis dit, si quelqu'un hack le module de blog et que quelqu'un d'autre utilise le même module mais fournit un mot de passe, c'est un problème. On a souvent des systèmes de login dans les sites web. Ça, vous envoyez un mot de passe, ça vous donne un token ou quelque chose. Si quelqu'un arrive à compromettre le serveur ou des éléments du serveur, ils peuvent voir toutes les autres connexions si elles sont gérées par le même processus. C'est un gros problème et vous pouvez faire quelque chose pour régler ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, dans mon exemple, ça m'a fait utiliser CGI au lieu de FastCGI. FastCGI, c'est plus récent, c'est une version plus nouvelle. L'idée de FastCGI, c'est qu'il n'y a pas besoin de spawner un nouveau process pour chaque requête. Vous avez une socket Unix ou un autre type de socket à ce process et ça crée peut-être un thread par requête. Mais dans FastCGI, vous essayez de gérer plusieurs requêtes dans le même processus et ça vous permet d'avoir des données en cache. Donc il y a un avantage de performance là-dedans. Mais pour des raisons de sécurité, je n'utilise pas FastCGI.
Donc je ne peux pas faire de caching, ce qui est un problème. Et vous attendriez à ce que mon blog soit très lent. Non, je dois utiliser CGI au lieu de faire CGI. Et deuxièmement, vous pourriez toujours utiliser des interfaces de debug, par exemple GDB ou d'autres outils comme ça. Ils peuvent regarder un autre processus via une API, Petras. C'est un syscall, donc je peux utiliser seccomp pour interdire Petras. Si j'interdis ces deux choses et que mon attaquant prend le contrôle d'un process de bloc, tout ce qu'il peut voir, c'est les données qu'eux-mêmes ont fournies. Donc ça, c'est un gros avantage. Pendant ce temps-là, que faisait NISA? NISA, c'est une boîte d'information. Donc c'est un peu bizarre. Alors, partons du principe qu'un attaquant peut hacker mon blog et qu'ils peuvent passer outre les contrôles d'accès que je fais dans mon blog. Donc par exemple, si j'ai un panel d'admin ou un système de login qui fait partie de mon site web, et que tout ça c'est dans le même programme, et que le contrôle d'accès est fait dans le CGI de mon blog, et que ça c'est compromis, ils peuvent juste passer outre. Donc, c'est très dur de faire des restrictions d'accès qui ne peuvent pas être bypassées si c'est dans votre propre code. Donc, je ne fais pas ça dans mon propre code, dans le blog. Je fais les contrôles d'accès dans le serveur LDAP. Si vous connectez au blog et vous passez un mot de passe, le blog ne sait pas si c'est le bon mot de passe. Il y a une interface où vous pouvez par exemple poster des nouveaux articles de blog. C'est protégé par un mot de passe. Eh bien, le CGI de mon blog ne sait pas si c'est le bon mot de passe. À la place, il connecte au serveur LDAP avec ce mot de passe et le serveur LDAP dit oui ou non. Comme on a enlevé l'accès à Petras et que les processus sont isolés les uns des autres, ça veut dire qu'il n'y a rien à bypass ici. Si quelqu'un hack mon blog, le seul avantage qu'ils gagnent, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils pouvaient déjà faire avant. Ils peuvent juste parler au serveur LDAP. Ok, donc je commence à arriver un petit peu en territoire de James Bond avec des attaques un peu plus compliquées. Donc, bien sûr, l'industrie a apporté ses propres solutions basées d'intelligence. Donc, supposons que l'attaquant a hacké mon blog et maintenant il attaque mon TinyLDAP. Maintenant, ils peuvent regarder les logins d'autres utilisateurs parce que le TinyLDAP il reçoit les connexions qui correspondent aux autres accès à mon blog également. Donc on a besoin d'empêcher ça. Et ben on va faire, la solution évidente ce serait de faire la même chose que pour le blog, c'est-à-dire un processus par requête. Et ensuite, on interdit les calls à Petras. Donc maintenant, même si on a une exécution de code dans le serveur LDAP, on n'a plus d'exécution de code qui permettrait de récupérer les infos des autres connexions. On va toujours pouvoir avoir les mots de passe dans le store LDAP. Donc les bonnes pratiques ici, c'est de ne pas stocker les mots de passe, mais de stocker des empreintes salées des mots de passe. Mais toujours est-il qu'un attaquant qui réussirait à compromettre le TinyLDAP via une compromission du bloc, il pourrait récupérer ses empreintes. Bon, après, en tant que webmaster du blog, je peux contrôler la complexité des mots de passe, donc bonne chance là-dessus. Donc c'est un vrai problème, pas spécifiquement pour mon blog, mais aussi pour d'autres services web à travers Internet. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si un attaquant il veut pas voler mes données, mais il veut les chiffrer? Bon qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Et ce qu'on pourrait faire, c'est de rendre ce qui stocke les différents fichiers read-only. Si on veut ajouter par exemple une nouvelle entrée, ça devient concaténé à ce qu'on appelle un deuxième fichier qu'on va appeler le journal. Et globalement, on va avoir un log file qui va permettre d'éventuellement faire de rollback. Donc, toutes les différences sont indiquées séquentiellement dans ce log file, dans ce journal. Et par contre, on va avoir un problème de performance au fur et à mesure que le journal devient plus gros. Donc, petit à petit, on va avoir besoin de gérer ça.
TinyLDAP ne peut pas faire ça parce que je voulais pas permettre à TinyLDAP d'écrire sur ce store. Donc avec SecComp, je peux non seulement désactiver des syscalls, mais aussi ajouter certains filtres. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est dire que TinyLDAP il peut faire des appels à Open, mais seulement avec le flag OApen. Donc ici, si quelqu'un essaie d'accéder à TinyLDAP et d'écrire sur le journal, le seul endroit où les données pourraient arriver, c'est à la fin de ce journal. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, s'il y a de mauvaises données qui sont ajoutées sur mon blog, je peux juste aller à la fin, enlever ces données et c'est bon. Alors que si quelqu'un avait compromis une base de données classique, on aurait eu besoin de faire un restore. Donc là, je vais pouvoir, avec tout ça, dormir un peu sereinement. Donc, bien sûr, l'industrie a quant à elle placé de l'argent dans ses propres solutions. Donc, l'intégration du journal, c'est moi qui l'ai fait manuellement, donc je ne la considère pas dans mon modèle de menace. Elle est out of band. Et je peux la regarder régulièrement et vérifier que tout a l'air bon. Ça ne va pas forcément s'appliquer dans tous les scénarios. Si on a beaucoup de données, tout ne va pas forcément être gros. Dans certains cas où on a des éléments de facturation, ça va faire que augmenter. Mais généralement, la plupart des informations qu'on va avoir, c'est des choses plutôt statiques et on peut facilement les identifier et mettre en place les stratégies adéquates. Donc bon, voilà ce que l'industrie a fait. Bon, un attaquant, il peut toujours ajouter des données arbitraires sur mon blog. Bon, ce que je peux faire, c'est prendre mon journal, l'ouvrir avec un texte éditeur et enlever et le tronquer à l'endroit où je veux. C'est toujours pas terrible, mais en cas d'urgence, ça marche très bien. Enfin, ça me permet d'investiguer calmement sur ce qui s'est passé, regarder ce qui s'est passé et enlever les mauvaises données dans le journal. Et on n'a rien perdu, on sait qu'on n'a rien perdu. Si on voulait enlever une donnée, une entrée du blog, on pourrait aussi le faire, mais ça ajouterait une entrée à sujet au bout du journal. Et donc tout ce qu'un attaquant peut faire finalement, c'est ajouter du junk à la fin du blog et du journal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Dans la plupart des cas, si vous faisiez hacker, vous seriez dans une situation sous pression, vous auriez votre boss derrière vous. Et donc, ce qui est pas mal de faire, c'est de bouger tout ce stress avant une attaque pour que quand une attaque survient, on puisse agir calmement et avoir du temps pour réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un attaquant il n'écrit pas du junk à la fin du journal, mais qu'il écrit un exploit? Et que la prochaine fois que TinyLDAP consulte le journal, il se fasse spawn. C'est une possibilité et ce serait pas bien. Ok, donc ici on parle d'un attaquant qui aurait une zero day stable sur le blog, qui utilise une prochaine zero day stable sur le TinyLDAP, et enfin une troisième sur le code qui s'occupe de traiter le journal. Ok, il y a toujours un problème, mais quand même le risque est réduit de manière significative. Donc, c'est pas du tout ou rien, c'est déjà pas mal si on peut diminuer de moitié le risque, et c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose que vous devriez faire. Donc, plus on arrive à diminuer le risque, le mieux on s'en tire si quelque chose de mal se produit. Et
le plus le code est testé. Et bon, bah, c'est important de se sauver ce temps parce que ça arrive souvent qu'on ait des énormes bases de code et personne peut les analyser en un temps raisonnable. Donc, c'est une plutôt bonne situation. Donc, pendant ce temps, l'industrie vendait des mitigations contre les DDoS. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un hack le serveur web? Bon, bah, c'est toujours un gros problème. Et là, c'est le pire qui peut arriver. Si quelqu'un arrive à faire ça, ils peuvent voir tout le trafic qui arrive, ils peuvent regarder dans les connexions TLS et ils peuvent obtenir des secrets. Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à propos de ça. On pourrait toujours faire une séparation, donc c'est quelque chose dont les gens parlent depuis un certain temps. Par exemple, c'est ce que fait OpenSSH avec un second process pour traiter les parties cryptographiques sensibles. Mais c'est pas quelque chose qui est supporté par TLS de manière générale et c'est pas implémenté dans mon blog, mais ça pourrait être une bonne façon de diminuer le risque. Vous pourriez être au courant que les outils que j'utilise pour diminuer les risques, il y en a quelques-uns, mais c'est pas de la magie. J'invente pas des nouvelles choses. Tout ce que je fais, c'est identifier les morceaux de code qui sont potentiellement dangereux et réduire ces parties, et éventuellement les isoler un petit peu. Donc on a besoin de faire la même chose avec le serveur web, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est toujours en cours. Donc, pourquoi j'ai pas encore fait ça? Dans mon serveur web, l'ajout de OpenSSL, c'est une décision au moment du build, et on peut voir que déjà, ça rend le binaire beaucoup plus gros avec OpenSSL. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la surface d'attaque de ce process, c'est le support SSL, c'est pas mon code. Si je mets le code de SSL dans un processus séparé, il faut toujours qu'il voit la clé privée pour pouvoir faire la crypto. Donc le plus gros morceau de la surface d'attaque a toujours accès à la clé. Je pourrais toujours le faire parce que c'est possible qu'il y ait des bugs dans mon code et pas dans le code d'OpenSSL, mais mon code n'est que 5% de la surface d'attaque. Donc je le ferai probablement à un moment donné, mais je ne pense pas que ce sera une solution miracle. Les bugs dans OpenSSL vont me tuer et vont vous tuer aussi. Il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. Ok, donc je sais ce que vous pensez. Et s'il y avait un bug dans le kernel? Alors, j'ai regardé des bugs récents dans le kernel et il s'avère que généralement, ça s'applique à des syscalls qui sont rarement utilisés dans des programmes de tous les jours. Et comme je bloque tous les syscalls dont j'ai pas besoin, aucune de ces failles, aucune de ces vulnes ne s'applique à mon code. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les bugs du kernel. Il y a un projet, Sandstorm, qui utilise aussi Petras et SecComp et le tracing de SecComp pour limiter la surface d'attaque des syscalls et qui place les services habituels dans des sandbox, notamment pour des web serveurs. Ça évite énormément de bugs kernel. C'est quelque chose que vous pouvez déployer avec zéro travail, zéro effort. Vous avez une liste de syscalls, vous faites une liste blanche, liste d'autorisation, pas une liste d'interdiction. Vous interdisez pas juste 2-3 syscalls qui ne vous plaisent pas, vous interdisez tout sauf ceux dont vous avez besoin. Donc grâce à ça, aucun des bugs du kernel n'était applicable à mon cas, et les bugs de kernel ne sont pas autant un problème qu'on pourrait le croire. Alors, je les ai peut-être toujours si j'ai pas patché, mais vous ne pourrez pas accéder à ça à travers le blog. Alors, je dois confesser quelque chose, je suis un petit peu un troll, c'est aussi le cas dans ce projet. Et donc, j'ai utilisé le pire des langages de programmation, le C. Donc, c'est un peu une façon de troller les gens du monde de la sécurité. Je troll aussi les gens du monde de Java qui disent qu'il faut utiliser du multithreading et pas un processus par requête. Moi, je fais 2 forks et exec par requête.
Je troll les gens des bases de données parce que j'ai aucun cache, j'ai pas de réutilisation des connexions, et je troll les gens du monde de la performance parce que je suis toujours plus rapide que la plupart des solutions habituelles. Donc il n'y a vraiment aucun mauvais côté. Si vous faites une bonne architecture dans votre logiciel pour utiliser ce genre de choses, ce sera plus lent que d'autres façons de le faire, mais la plupart des logiciels du reste du monde sont tellement lents que de toute façon vous avez tellement de marge pour faire de la sécurité à la place de la performance et ce sera toujours plus rapide. Donc, récapitulons la méthodologie que j'ai utilisée. D'abord, on a fait une liste de toutes les attaques auxquelles je peux penser. Et je parle là d'attaques concrètes uniquement. Qu'est-ce qui pourrait se passer et quel serait le problème? Ensuite, je me suis dit, pour chaque entrée sur cette liste, comment est-ce que je peux éviter ça et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour éviter ça? Ça, c'est plutôt facile. C'est un algorithme de résolution de problème très simple. Et ça, c'est ce qu'on appelle du modèle de menace, du threat modeling. C'est quelque chose qui est facile à faire. Les gens ne veulent pas le faire parce que c'est un peu de boulot, mais c'est vraiment facile en fait. Vous faites juste ces étapes, vous regardez votre logiciel, vous regardez toutes les façons dont ça peut être attaqué, et ensuite vous considérez ce que vous pouvez faire pour éviter ces attaques, ou alors vous ne pouvez pas éviter cette attaque et vous vous dites « Ok, c'est un risque que je dois accepter ». Donc ça, c'est du threat modeling. Vous devriez essayer, c'est super cool. Vous avez vu que j'ai aussi essayé d'optimiser les choses ici. Mon but ici, c'est le moins de code possible. Plus il y a de code, plus il y a de bugs. C'est une réalisation, un principe très ancien. C'était une étude IBM à la base, je crois, où ils se sont rendus compte que le nombre de bugs est simplement une fonction du nombre de lignes de code. Il y a d'autres détails à ça, mais c'est globalement vrai. Je ne veux pas simplement réduire n'importe quel code, je veux surtout réduire le code dangereux. Et en particulier, je veux le moins possible de code qui sert à garantir des propriétés de sécurité. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir se connecter si on n'a pas le mot de passe. Le code qui vérifie ça, je veux qu'il soit le plus petit possible. Une ou deux lignes de code si c'est possible. Et là, l'avantage, c'est que c'est très facile de voir si ce code est correct ou pas. Plus c'est facile, moins il y a de code, plus c'est facile de voir. S'il n'y avait aucun code, ce serait très facile de voir que c'est correct. Et donc, le résultat de tout ça, c'est assez intéressant. Mon serveur LDAP, c'est moins de 5000 lignes de code. Mon blog, 3500 lignes de code, plus 1500 pour le client LDAP, plus Zlib. Je n'utilise Zlib uniquement pour compresser, pas pour décompresser. Donc, la plupart des risques liés à Zlib ne s'appliquent pas ici. Et mon serveur web est aussi plutôt simple. Il y a environ 8000 lignes de code, plus malheureusement OpenSSL, qui est un ordre de magnitude plus grand que mon code. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que l'essentiel du risque soit non pas dans du nouveau code, mais dans du vieux code, du code qui a déjà été audité, si vous pouvez en tout cas vous le permettre. Donc ça, c'est ma stratégie d'optimisation. Le moins de code dangereux possible. Ça a l'air tout bête comme ça, mais si vous regardez du logiciel moderne, vous verrez qu'on fait souvent l'exact inverse. On prend le plus de framework possible, on agglomère tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la minimisation TCB. Vous devriez essayer de faire ça. J'ai déjà donné un talk là-dessus. C'est quelque chose qui est plutôt simple à faire. Donc, je vous ai dit ce que j'ai fait au blog pour diminuer le danger, diminuer les risques en cas de compromission. Et ça fait partie de cette minimisation TCB. Mon blog était une zone à haut risque et après j'ai enlevé des privilèges, j'ai enlevé des contrôles d'accès et à la fin, même si je vous donne une vulnérabilité d'exécution de code arbitraire dans le processus du blog, vous ne pouvez rien faire de plus que ce que vous pouviez faire avant. Le blog ne fait plus partie du TCB. Le TCB, c'est ce qui garantit les propriétés de sécurité. Et le blog ne fait plus ça. C'est ça que vous voulez faire. Vous voulez avoir le moins possible de TCB. Et chaque étape pour faire ça, c'est une bonne chose. Même les petites étapes, il n'y a rien de trop petit. Si vous pouvez enlever un tout petit peu de risque, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est la partie minimisation de la minimisation du TCB. TinyLDAP a toujours des risques. Vous avez vu le threat model. Si quelqu'un arrive à compromettre TinyLDAP, ils peuvent lire les hashes, essayer de les craquer. C'est pas génial, mais c'est quelque chose que je peux assumer. S'ils arrivent à vandaliser mon blog, je peux annuler les dommages sans avoir à aller voir mes archives qui sont sur des bandes magnétiques.
Si vous regardez, si vous comparez ça aux standards de l'industrie, vous voyez que mon approche est bien meilleure. Souvent dans l'industrie, vous voyez des décisions de plateforme et d'architecture qui sont faites par le management et pas par les ingénieurs. C'est des choses qui ne sont pas informées par une vraie analyse de risque. Vous avez une diffusion du risque parce qu'on ne sait pas qui est responsable de faire une chose précise ou des conséquences d'une chose. C'est telle équipe là-bas, mais on n'est pas sûr. On sait que on se rend compte que l'autre équipe n'existe plus depuis une semaine et ça vous donne un résultat horrible. Et plus récemment, on a aussi bien sûr les outils à base d'IA, ce qui est la diffusion de responsabilité maximale. Et ensuite, on a des gens qui disent « c'est tellement mauvais que ça ne peut pas être pire, on a utilisé le cloud » et instantanément, ça devient encore pire. Donc, je préfère ma façon de faire. Je pense... Donc, à la fin, ce que vous pouvez retenir, c'est que en fait, en termes de sécurité, c'est vous qui devez vous imposer vos propres principes. Il n'y a personne qui vous met qui vous met de pression là-dessus, qui est derrière vous, c'est à vous de décider. Ok, comment on est arrivé jusqu'ici? Donc, c'est pas juste que les gens sont stupides, il y a des raisons à tout ça. Donc, dans le passé, on avait des applications qui étaient écrites pour des usages très spécifiques. On avait des spécifications de prérequis, il y avait beaucoup de bureaucratie, c'était horrible. Mais ça voulait également dire qu'on savait précisément ce que l'application devait pouvoir faire. Et donc, on pouvait également définir tout ce qui ne devait pas pouvoir être fait. Et ça, c'est de la sécurité, finalement. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Empêcher tout ce que l'application n'était pas censée faire. Parce que ces choses-là, c'est ce qu'un attaquant ferait s'il pouvait prendre contrôle de la machine. Donc si on ne peut pas faire ça, on peut quand même implémenter le principe du moindre privilège. Donc maintenant, on est plus sur un modèle IKEA où on achète différents composants et puis on les assemble. Et les personnes qui assemblent ça, ils ne savent pas grand-chose du produit final. Parfois, vous-même, vous ne savez pas à quoi ressemblera le produit final. Mais même si c'est le cas, les équipes qui construisent tout ça, elles ne savent pas et du coup, elles construisent des choses qui sont assez génériques. Donc là, c'est le contraire, on est dans une politique de plus on en met, mieux c'est. Donc ça, c'est le contraire de la sécurité. La sécurité, c'est savoir précisément ce qu'on veut faire et empêcher le reste. Ici, c'est en mettre le plus possible, avoir une grande généricité pour que tout soit aussi flexible que possible. Les développeurs de ces composants, ils ne savent pas pourquoi ils vont être utilisés dans la plupart des cas, et ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le principe du moindre privilège, puisque on ne sait pas ce que seront ces privilèges, encore moins ces moindres privilèges. Donc c'est un gros bazar. Et donc, si vous utilisez des composants qui viennent de tierces parties, vous avez besoin de savoir ce qu'il faudra qu'ils ne puissent pas faire. Et ça devient compliqué. C'est encore pire si vous faites du développement agile, parce que par définition, vous ne savez pas ce que sera le résultat final. Donc, si vous savez pas ça, vous ne pouvez pas faire une sorte de lockdown, de verrouillage en sécurité. Donc, il y a aussi une histoire d'économie d'échelle. Donc, disons que vous ayez besoin d'un appareil qui fait des choses avec des longueurs d'onde. Donc, vous trouvez des composants, vous les assemblez et ça fait ce que vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est pas exactement ça, c'est qu'on prend des composants qui sont déjà faits, on les assemble. Et pourquoi on utiliserait une partie très spécifique si on a une chip ARM qui permet de faire ça? Mais on a quand même besoin de logiciels pour faire tout ça, et le logiciel, il peut être piraté. Donc, il y a 20 ans, si j'avais un frein, il freinait. Maintenant, mon frein, il est programmable. Et ça, c'est potentiellement un problème. Donc, la réponse de l'industrie, c'est la méthode de l'autruche. On désinstalle les trucs auxquels on ne peut pas faire confiance et puis on rajoute d'autres choses par-dessus auxquelles on ne peut pas spécialement non plus faire confiance. Et en fait, on appelle ça la télémétrie ou le big data.
Et à la fin, la surface d'attaque, elle a fait une sorte de champignon comme dans une explosion nucléaire. Et il n'y a pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça dans vos propres projets. C'est le message plein d'espoir de ce talk. Si vous devez vous rappeler que d'une seule chose dans ce talk, c'est faites du threat modeling. La minimisation TCP, ça peut aider avec le principe du moindre privilège. Et le fait d'utiliser du stockage de données en mode append-only, c'est également une chose qui peut aider. Ok, et encore 2 slides. Donc, votre rule of thumb, ça devrait être que si votre blog il est plus sécure que votre cybersécurité, alors il faudrait améliorer votre cybersécurité. Ok, c'est la fin de mon talk. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour des questions? Oui. Ok, si vous voulez poser une question, on a 4 micros dans la salle numérotée de 1 à 4 et je vais regarder si on a des questions d'Internet. Internet voudrait savoir si vous avez effectivement été hacké ou pas spécialement. Alors oui, il y a eu un incident où quelqu'un a pu poster des choses sur mon blog, mais comme j'avais ce stockage de données qui était append-only, j'ai juste pu enlever ça de mes logs. Utilisez de l'append-only, ça vous sauvera un jour. Le problème était un bug dans mes listes de contrôle d'accès, dans mon serveur LDAP. Il y avait une ligne là-dedans que j'aurais dû enlever, que je n'avais pas enlevé, et ça veut dire que vous pouviez poster sans avoir de mot de passe ou de compte. C'était pas très grave parce que mon architecture a évité les dommages. Et pour les gens qui quittent la salle, est-ce que vous pourriez quitter la salle silencieusement, s'il vous plaît? Nouvelle question. Est-ce qu'il y a un équivalent à SecComp dans Windows ou dans macOS? En gros, vous pouvez mettre en œuvre les principes que j'ai montrés. Vous pouvez les appliquer aussi, mais généralement, vous ne serez pas hacké si vous êtes sur macOS ou Windows, mais ce ne sera pas la cause du problème. Ce sera parce que vous utilisez un composant logiciel qui avait un bug. Donc, Linux n'est pas particulièrement plus sécure que macOS ou Windows. Vous pouvez écrire du logiciel qui est sécure ou pas sécure sur toutes ces plateformes. Mais vous devriez toujours utiliser Linux parce que ça apporte des avantages. Mais si vous appliquez ces techniques à vos logiciels, ils seront sécurisés également sur Windows ou macOS. C'est pas à propos c'est à propos des utilisateurs finaux qui choisissent leur logiciel. Si vous écrivez votre propre logiciel, vous pouvez réduire les risques et dormir tranquillement. Est-ce qu'il y a quelque chose comme SecComp pour Windows ou macOS qui permet d'abandonner des privilèges après l'ouverture d'un fichier? Donc pour macOS, je ne sais pas, mais je sais que FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ont quelque chose d'équivalent. Je crois que macOS également, mais je ne suis pas sûre. Pour Windows, il y a des méthodes de sandboxing. Vous pouvez regarder le code source de Chrome, par exemple. Vous pouvez regarder ça pour ce genre de choses. Micro numéro 2. Ah non, micro numéro 3. En fait, micro 4. Est-ce que votre prochain talk sera à propos d'écrire du logiciel sur Windows? Et sinon, pourriez-vous parler de comment s'épargner tous ces problèmes? Non, ce n'est pas une question d'argent. Micro 1. Avez-vous essayé d'enlever des fonctionnalités non nécessaires d'OpenSSL? Oui, j'ai essayé ça. C'est tôt en fait, mais c'est toujours beaucoup plus gros que mon code. Donc par exemple, OpenSSL il supporte du TLS qui est basé sur UDP. Bon, bien sûr, vous pouvez supprimer les choses dont vous n'avez pas besoin, mais ça reste toujours la plus grosse partie du serveur et de loin. Je crois qu'il y a une question sur Internet. Ou peut-être pas, ou peut-être que si. Non, oui, non, oui. Micro numéro 4.
OK, en tant que personne qui est connectée ou l'était à l'industrie enfin une industrie qui utilise des freins programmables, qu'est-ce que vous pensez de choses comme Misra, par exemple? Alors, il y a des standards dans le monde de l'automobile qui servent à s'assurer qu'on fait du code de meilleure qualité, mais c'est surtout une question de compliance. Ça dit des choses comme ne pas faire de récursion dans le code, ou les fonctions ne devraient pas faire plus de tant de lignes. C'est des choses qui, peut-être, aident un peu, mais c'est beaucoup mieux d'investir dans une bonne architecture. Vous verrez peut-être que moi, j'ai écrit mon code en C, par exemple, et j'ai rien dit sur comment est-ce que j'ai fait pour m'assurer que c'était du bon code. C'est une dimension complètement différente, c'est orthogonal. Si vous suivez ces standards, ça rendra votre code sûrement un petit peu meilleur, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Et je pense qu'il faut faire les deux. Il faut s'assurer qu'il y a aussi peu de bugs que possible. Il y a des méthodologies pour ça. J'ai aussi donné un talk là-dessus d'ailleurs. Mais après ça, vous avez quand même un besoin architectural, des barrières architecturales qui s'assurent que vous limitez les risques liés à vos process. Et maintenant, on a une question d'Internet. L'Internet demande, est-ce que ça marcherait de faire marcher quelque chose d'aussi impressionnant d'un point de vue sécurité à des projets plus gros, quelque chose qui a une plus grosse équipe ou des buts plus ambitieux? Et on vient de perdre les haut-parleurs à nouveau. Désolé.